Tu n'as probablement jamais vraiment pensé à ton nez. Il est simplement là. C'est le nez avec lequel tu es né. Celui que tu vois sur chaque photo. Celui qui ressemble un peu à celui de ta famille. Et pourtant, derrière cette forme familière, il y a une histoire immense. En 2023, une équipe de chercheurs a achevé l'une des cartes génétiques les plus précises jamais réalisées sur la forme du nez humain. Leur découverte n'explique pas seulement pourquoi certaines personnes ont un nez plus large et plus plat, tandis que d'autres ont un nez plus étroit et plus projeté. Elle relie directement ces différences à des dizaines de milliers d'années de migrations humaines, à des populations anciennes longtemps inconnues et à des lignées génétiques presque effacées de l'histoire. Si tu es d'origine sud-est asiatique, est-asiatique, philippine, océanienne, mélanésienne, polynésienne, ou si tu as des ancêtres venus de cette partie du monde, cette histoire te concerne directement, parce que ces traits ne sont pas apparus au hasard. Ils ont été sélectionnés, conservés, transmis à travers les âges glaciaires, les déplacements de population et les mélanges de lignées humaines sur plusieurs continents. Commençons par l'étude elle-même. L'étude publiée en 2023 dans Nature Communications a analysé le génome de plus de 6000 participants issus d'Amérique latine, du Royaume-Uni et d'autres populations. Ce qui la rend différente des travaux précédents, ce n'est pas seulement sa taille, c'est sa méthode. Au lieu de considérer le nez comme un seul trait global, les chercheurs l'ont décomposé en 5 mesures distinctes. La largeur du nez, sa hauteur, la taille des narines, la forme de la pointe et l'angle entre le nez et la lèvre supérieure. Autrement dit, ils ont traité le nez comme un ensemble de traits précis, chacun influencé par des régions différentes du génome. L'un des gènes les plus importants identifiés dans cette étude s'appelle DCHS2. Il avait déjà été associé de façon générale à la forme du nez. Mais cette fois, les chercheurs ont montré plus clairement son rôle. DCHS2 influence le développement du cartilage de la pointe du nez et sa projection vers l'avant. Certaines variantes de ce gène sont associées à un nez plus étroit et plus projeté. D'autres sont associées à un profil plus large et plus plat. Quand les chercheurs ont comparé la fréquence de ces variantes dans le monde, un schéma net est apparu. Les variantes liées à un nez plus large et plus plat étaient particulièrement fréquentes dans des populations ayant des ascendances africaines, sud-est asiatiques et océaniennes. Les variantes liées à un nez plus étroit et plus projeté étaient davantage concentrées en Europe et dans certaines parties de l'Asie du Nord-Est. Mais l'étude ne s'est pas arrêtée là. Un deuxième gène a attiré l'attention, RUNX2. RUNX2 est connu depuis longtemps pour son rôle dans le développement osseux. Il intervient dans la manière dont les os se forment pendant le développement fœtal. Ce que cette étude a montré, c'est que certaines variantes de RUNX2 influencent aussi la largeur de l'arête nasale et la distance entre les narines. Là encore, la répartition mondiale était frappante. Les variantes associées à une arête nasale plus large et à des narines plus ouvertes apparaissaient à des fréquences très élevées dans les régions tropicales et équatoriales, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, en Mélanésie et chez de nombreux peuples du Pacifique. Jusque-là, rien d'impossible à expliquer. La théorie dominante est celle de l'adaptation au climat. Dans les climats chauds et humides, un nez plus large facilite le passage d'un air déjà chaud et humide. Dans les climats assez froids et secs, un nez plus étroit et plus long aide à réchauffer et humidifier l'air avant qu'il n'atteigne les poumons. Cette idée est solidement appuyée par des décennies de recherche. En moyenne, la forme du nez suit bien les contraintes climatiques. Mais ce modèle ne répond pas à toutes les questions. Il n'explique pas complètement pourquoi certaines populations autochtones d'Amérique du Sud présentent les mêmes variantes que des populations tropicales d'Asie ou d'Océanie. Il n'explique pas non plus pourquoi certains groupes d'Asie de l'Est, vivant loin de l'équateur, portent eux aussi ces variantes à des fréquences notables. Et surtout, il n'explique pas toujours la rapidité avec laquelle certaines variantes semblent s'être concentrées dans certaines populations au cours de l'évolution. C'est là que l'ADN ancien change tout. Depuis une dizaine d'années, la génétique ancienne a profondément transformé notre compréhension de la préhistoire humaine. Aujourd'hui, il est possible d'extraire et de séquencer de l'ADN à partir de restes humains vieux de plusieurs milliers, parfois de dizaines de milliers d'années. Et en Asie du Sud-Est, ces travaux ont complètement bouleversé les anciens modèles. Pendant longtemps, le scénario dominant était simple. On pensait que la région avait d'abord été peuplée par des groupes anciens, parfois qualifiés d'australo-mélanésiens, apparentés lointainement aux ancêtres des Papous, des aborigènes d'Australie et de certaines populations insulaires. Puis,
il y a environ 4000 à 5000 ans, une grande vague de fermiers néolithiques venus du nord, depuis la Chine et Taïwan, serait descendue vers le sud en apportant agriculture, nouvelles langues et nouvelles technologies. Selon ce modèle, ces nouveaux arrivants auraient en grande partie remplacé ou absorbé les populations précédentes. Ce scénario expliquait beaucoup de choses, notamment l'expansion austronésienne à travers un immense espace allant de Madagascar jusqu'à l'île de Pâques. Puis les génomes anciens sont arrivés. Les premiers restent séquencés en Asie du Sud-Est, au Vietnam, au Laos, en Malaisie et ailleurs ont révélé quelque chose d'inattendu. Ces populations anciennes ne correspondaient ni simplement aux anciens groupes australo-mélanésiens, ni simplement aux ancêtres directs des populations actuelles ou des aborigènes de Taïwan. Elles représentaient une composante distincte, avec une signature génétique propre. Cette composante a été associée à ce que certains chercheurs décrivent comme les premiers peuples de Sundaland. Sundaland, c'est le nom donné à l'ancien continent qui reliait, pendant les périodes glaciaires, l'Asie du Sud-Est continentale aux îles d'Indonésie, de Malaisie et des Philippines. Quand le niveau des mers était beaucoup plus bas, il ne s'agissait pas d'un simple archipel, mais d'une vaste masse terrestre, plus grande que l'Europe de l'Ouest, traversée par des rivières, des forêts et de grandes plaines. Les données actuelles suggèrent que cette région a abrité pendant des dizaines de milliers d'années une population humaine importante, durablement installée, avec une identité génétique bien distincte. Et cette identité comprenait, à forte fréquence, les variantes associées au nez large. Quand les agriculteurs néolithiques venus du Nord sont arrivés, ils n'ont pas simplement remplacé cette population. Ils se sont mélangés à elle. Selon les régions, le degré de mélange a été très variable. Sur le continent, chez les ancêtres de nombreux Vietnamiens, Thaïs, Cambodgiens et Laotiens, les deux héritages se retrouvent souvent ensemble. Dans l'Asie du Sud-Est insulaire, l'histoire est encore plus complexe. Les Philippines, par exemple, portent les traces de plusieurs vagues de peuplement successives. Mais à travers toutes ces couches génétiques, les variantes du nez large restent présentes, parce qu'elles étaient déjà là avant ces migrations tardives, enracinées dans les populations anciennes de Sundaland. Cela explique une grande partie du tableau pour les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie et d'autres populations du Pacifique. Mais il reste une question. Pourquoi retrouve-t-on aussi ces variantes en Asie de l'Est et chez les peuples autochtones des Amériques? Pour cela, il faut remonter encore plus loin. Avant Sundaland, avant le néolithique, il existait une composante encore plus ancienne, parfois appelée composante est-asiatique, ancienne ou basale, East Asian. Cette lignée ancestrale a contribué à la fois aux peuples anciens de Sundaland et aux populations qui se sont déplacées vers le nord, puis vers l'est, jusqu'aux groupes qui ont fini par franchir la Béringie vers les Amériques. C'est un point essentiel. Les premiers peuples des Amériques ne sont pas apparus séparément. Ils descendent en partie de cette même profondeur ancestrale asiatique. Ils ont emporté avec eux certaines de ces variantes, y compris celles liées à une plus grande largeur nasale. Voilà pourquoi certaines populations autochtones des Amériques présentent ces tresses à des fréquences supérieures à ce que le seul climat local laisserait prévoir. Autrement dit, toutes les formes du nez ne s'expliquent pas uniquement par l'environnement actuel. Certaines sont aussi le résultat d'un héritage très ancien, transporté à travers des migrations profondes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les tests ADN commerciaux racontent souvent une histoire incomplète. Quand une entreprise d'ascendance te dit que tu es, par exemple, philippin, indonésien, polynésien ou sud-est asiatique, elle te donne une approximation moderne. Mais ces catégories condensent en réalité plusieurs couches de population, plusieurs vagues de migration et parfois des héritages bien plus anciens que les frontières culturelles actuelles. Les panels de référence de ces entreprises se basent surtout sur des populations contemporaines. Ils capturent manuellement toute la profondeur génétique de Sundaland, des migrations anciennes en Asie ou de la dérive génétique qui a façonné les peuples des Amériques sur des millénaires. Résultat, certains signaux ancestraux sont sous-estimés, simplifiés, voire mal attribués. Et l'histoire devient encore plus fascinante quand on ajoute un autre élément, l'introgression archaïque. L'introgression archaïque, c'est le mélange entre Homo sapiens et d'autres groupes humains aujourd'hui disparus, comme les Néandertaliens ou les Denisoviens. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait établi par la génétique.
La plupart des personnes non africaines possèdent environ 1 à 4% d'ADN néandertalien. Mais dans le contexte de l'Asie et du Pacifique, l'histoire la plus marquante concerne surtout les Denisoviens. Les Denisoviens ont été identifiés à partir de fragments très limités retrouvés dans la grotte de Denisova et en Sibérie. Nous n'avons presque aucun squelette complet, mais nous avons leur génome. Quand les chercheurs ont comparé ce génome à celui des populations actuelles, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. L'ADN dénisovien est encore présent chez les humains modernes, mais il n'est pas réparti uniformément. Il est particulièrement élevé chez certaines populations mélanésiennes, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans plusieurs îles d'Est du Pacifique, où il peut représenter environ 3 à 5% du génome. Et en 2021, une étude a identifié dans ces populations une région génomique d'origine dénisovienne associée à certains traits du visage, notamment un profil plus large, des narines plus ouvertes et une arête nasale plus plate. Cela signifie qu'une partie de ces traits, chez certaines populations mélanésiennes, ne provient pas seulement de l'évolution récente de notre propre espèce. Elle pourrait aussi refléter l'héritage d'un autre groupe humain, disparu depuis longtemps, mais toujours présent par fragments dans notre ADN. C'est vertigineux. Quand on regarde aujourd'hui un visage humain, on peut parfois y voir l'empreinte de dizaines de milliers d'années d'histoire, parfois davantage. Parfois l'écho d'une population qui vivait sur un continent englouti. Parfois le souvenir génétique d'une rencontre ancienne entre Homo sapiens et une humanité cousine, aujourd'hui éteinte. Il faut aussi rappeler une chose importante. Aucun trait physique n'est biologiquement supérieur à un autre. Un nez large n'est pas une version imparfaite d'un nez étroit. Un nez étroit n'est pas une amélioration universelle. Chaque morphologie est le produit d'une histoire évolutive, d'un contexte, d'un environnement, d'un héritage. Chaque nez est une adaptation. Chaque visage est une archive. Et même lorsque l'environnement change, les gènes, eux, peuvent rester. Les variantes persistent, les formes se transmettent. Les ancêtres continuent de vivre dans des détails visibles, parfois sans que personne ne sache ce qu'ils racontent. C'est aussi pour cela que beaucoup de personnes ont le sentiment que leurs résultats ADN ne disent pas toute la vérité. Souvent, cette intuition était juste. Ce n'est pas forcément que le test est faux, c'est qu'il est incomplet. La science progresse, mais elle n'a pas encore entièrement recomposé la profondeur réelle des lignées sud-est asiatiques, océaniennes et amérindiennes. Ce que montrent les recherches actuelles, c'est une histoire bien plus dense que les catégories simplifiées des tests grand public. Plus de couches, plus de mélanges, plus de migration. Plus de survivance ancienne que ce que l'on imaginait encore récemment. Alors si tu as hérité d'un nez large de ta grand-mère, de ton grand-père, ou d'une lignée d'ancêtres dont tu ignores encore les noms, ce trait n'est pas un détail sans histoire. Il peut être la trace d'une population qui a survécu à l'âge glaciaire. La trace d'un ancien continent aujourd'hui submergé. La trace d'un très vieux brassage humain dont la mémoire n'existe plus dans les textes, mais existe encore dans le génome. L'histoire était déjà là. Nous apprenons seulement à la lire.